Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il est 10h30. Je vous propose de démarrer cette table ronde. Donc, bienvenue à cette table ronde consacrée pour les 40 prochaines minutes à la filière plastique, dans le cadre de cette journée sur rencontre sur les recyclages et valorisation des matériaux. Je suis Éric Papin, conseiller en innovation de l'Agence régionale de développement économique, l'agence ADOC, dans les domaines en lien avec les matériaux et la chimie. Alors, pour cette table ronde, je vais avoir le plaisir d'accueillir quatre personnes, quatre acteurs qui vont on va tenter de couvrir un peu cette chaîne de valeur de cette filière de recyclage. J'accueillerai successivement Benoît Thierry, qui pilote un plan plastique pour la région Occitanie. Pascal Bébin, directeur d'usine de Capifrance, plasturgiste basé dans l'Ariège entre autres. Olivier Dalle, président de Environnement Massif Central, entreprise régionale spécialisée dans le recyclage de plastique. Et Antoine Broyac, chef de projet incorporation de matières premières issues de recyclage chez Polivia, syndicat de la plasturgie. Alors, je laisserai ces différents intervenants se présenter un plus brièvement lors de leur première intervention. Je précise d'abord que cette table ronde est enregistrée. Ça nous permettra de vous la proposer en replay et de la proposer à ceux qui n'auront pas pu participer aujourd'hui. Comme vous le savez, le format ne nous permet pas de vous faire intervenir en direct, chers auditeurs, même si un débat sur ce sujet serait très intéressant, mais du coup, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure avec le chat de Teams. Posez-les au fur et à mesure et on tentera des réponses d'y répondre à la fin de la table ronde. Voilà. Donc, par rapport à ces matériaux, dans la grande famille des matériaux, s'il en est un qui est emblématique et qu'on ne pouvait pas ne pas aborder, c'est bien le plastique, derrière lequel se cache d'ailleurs un grand nombre de matériaux différents. Plastique étant un terme générique, mais je pense que certains de mes intervenants n'hésiteront pas à revenir plus précisément sur ces matériaux. Emblématique parce qu'il occupe absolument tous les secteurs d'activité et n'oublions pas, il a des propriétés souvent incontournables de performance ramenées à sa légèreté. C'est pas pour rien qu'il s'est imposé dans tous ces secteurs. Maintenant, on le sait, c'est un secret pour personne. Il est né d'une phase industrielle basée sur le tout pétrole et aujourd'hui, on entre dans une ère où l'accès aux ressources devient plus stratégique que jamais et où l'impact environnemental se doit d'être réduit au mieux. Donc la filière de recyclage et valorisation du plastique n'est pas toute nouvelle, contrairement à certaines autres thématiques qui sont abordées au cours de la journée, comme les composites. Et pourtant, on l'a vu dans des interventions précédentes, il y a encore énormément à faire, à progresser, et il nous paraissait primordial, évidemment, d'aborder cette thématique. Alors justement, peut-être déjà pour démarrer, pour nous apporter un premier éclairage global sur l'état des lieux, ou du moins régional, Benoît Thierry, tu fais partie de la région Occitanie et pilote un plan plastique. Est-ce que tu peux nous dresser un panorama régional des acteurs qui sont impliqués dans cette filière et peut-être nous expliquer en quelques mots en quoi la région peut s'impliquer sur un thème aussi complexe et aussi technique que le recyclage des plastiques? Bonjour à tous. Déjà, vous voyez mon écran, c'est bon, mon support, Eric? Parfait. Ouais, Donc, Benoît Thierry, merci pour ton introduction. Benoît Thierry de la région Occitanie. Donc, moi, je suis sur une entrée déchets économie circulaire, mais on se rend compte effectivement que toutes les directions se rencontrent sur ce sujet plastique, puisqu'il touche effectivement le développement économique, l'agriculture et toute une série effectivement de compétences régionales. Donc, sur l'implication de la région sur ce sujet plastique,
on a fait le constat, hein, quand je dis on, c'est avant tout nos élus qui ont fait le constat effectivement d'une raréfaction de la ressource, de difficultés liées au plastique et à la maîtrise de ses incidences environnementales et sanitaires, toute cette prise de conscience autour de la prolifération du plastique, hein, et sous ses différentes formes, que ce soit l'emballage, que ce soit dans le monde du bâtiment, ainsi de suite. Effectivement, ça touche tous les domaines d'activité et toutes les filières, ça apporte un grand nombre d'avantages, ça répond à un grand nombre d'usages, mais derrière, effectivement, il y a une prolifération derrière qui peut choquer et qui peut interpeller notamment le citoyen. Donc, il y a une traduction réglementaire qui a été opérée suite à cette prise de conscience et une volonté qui est exprimée au travers de notre plan déchets régional et de notre plan d'action économie circulaire autour de moins de plastique, ou en tous les cas, pas forcément moins de plastique, mais un meilleur choix du plastique. Comment ce plastique, ce produit-là peut continuer à apporter ses intérêts, ses avantages, tout en ayant une meilleure maîtrise de ses incidences. Voilà. Donc la région Occitanie, au travers de son pacte vert, a souhaité décliner une stratégie autour de la filière plastique et de l'usage du plastique. Les acteurs, tu me posais la question, Eric, là j'ai mis quelques logos, hein. Nous c'est les gens avec lesquels on travaille, mais c'est très très loin d'être exhaustif. Il faut retenir que les institutionnels sont là, les professionnels au travers par exemple de Polyvia, Via Industrie qui vont intervenir, les éco-organismes, l'Observatoire, les recycleurs fédérés, le monde de la recherche et notamment l'IMT. Et puis j'ai souhaité ajouter aussi le consomme-acteur. On ne parle plus de consommateur, aujourd'hui on parle de consomme-acteur, qui est une conscience citoyenne et une volonté aussi de se poser des questions sur l'usage du plastique. Je vous ai retracé le cycle de vie, hein, finalement, du plastique, avec une entrée tout à gauche, hein, qui est celle du plastique conventionnel issu du pétrole, avec l'introduction de plus en plus aussi de matières alternatives qui vont rentrer dans la boucle. Interviennent après donc le producteur de la filière, le plasturgiste, qui va façonner, et puis tout le circuit de distribution, l'usage, la vie du produit plastique, hein, soit le plastique unique, soit en complexe, hein, voilà. Et derrière, donc du coup, quand on aura fini d'opérer cette vie de l'objet, c'est vrai pour l'objet plastique, c'est vrai pour tout autre objet, il faut penser à gérer sa fin de vie. Alors sa fin de vie, dans le meilleur des cas, et c'est ce qu'on cherche à appuyer dans le meilleur des cas, passe par une possibilité de réutilisation, de réemploi ou de réparation. On sait que ces sujets-là sont de plus en plus prégnants, hein, au travers des stratégies européennes, des stratégies nationales et maintenant des stratégies régionales, de pousser à un maximum de réorientation dans le circuit. Donc, du coup, on peut réemployer, on peut réutiliser, on réinjecte ça sur un deuxième cycle de vie. Là-dessus, je vous ai mis sur la slide tous les enjeux et tous les travaux qui sont faits autour de l'éco-conception et l'analyse de cycle de vie de la production du produit et de sa vie, hein, toute la gestion tout au long de sa vie. L'économie de la fonctionnalité de la coopération qui commence aussi à toucher un certain nombre de produits, et l'industrie du plastique commence aussi à être couvert. Mais si je reprends donc ma boucle, après la possibilité de réemploi, réutilisation, réparation, si c'est pas possible, après on va faire appel à un circuit conventionnel de collecteurs, de tri, avec du tri plus ou moins poussé pour séparer sur le plastique les différentes résines, hein, les polystyrènes, les polypro, les PE et compagnie. Voilà, en vue effectivement de pouvoir extraire des flux les plus propres possibles à envoyer vers des préparateurs, des granulateurs qui vont préparer cette matière-là en vue de leur intégration dans la filière de la plasturgie. Il y a forcément vous le connaissez mieux que moi, une partie de cette ressource plastique dont on ne maîtrise pas aujourd'hui forcément la technologie de recyclage, ou alors qui a un coût exorbitant, effectivement, et donc il y a une voie aussi en termes de valorisation énergétique sous forme de CSR. Voilà la boucle de valeur. Donc nous, dans notre plan plastique, je ne vais pas tout vous détailler, mais en tous les cas, il y a une action forte et qui vous concerne directement, c'est de mieux connaître la filière et mieux se connaître. Donc là,
on s'appuie pour ce travail collaboratif sur 2 piliers. L'Observatoire déchets économie circulaire, l'Ordeco, qui travaille beaucoup avec donc l'éco-organisme Citeo et Fédérec. Et de l'autre côté, Polybia, donc la fédération. Les enjeux collectifs de cette étude, c'est l'enjeu de la collecte, optimiser, massifier, tri des ménages, tri des pros, déchets des ménages et déchets des pros, hein, sur la fraction plastique, de trier, de mieux trier pour maximiser les flux. J'ai un retour. Préparé et intégré. Voilà. Je pense que j'ai consommé mon temps, mais vous aurez sur support effectivement les segments où interviennent l'Ordeco. L'enjeu effectivement est de coordonner ces acteurs-là, l'Ordeco sur le sujet vraiment collecte, massification du plastique, et après derrière Polivia sur la sensibilisation au recyclage, sur l'identification de potentialités et sur l'accompagnement aussi en termes techniques et d'ingénierie financière pour faciliter l'adaptation du monde de la plasturgie à l'intégration des MPA. Merci Benoît pour ces éclairages. Je vous propose maintenant de passer directement, d'interroger un acteur qui est directement concerné sur le terrain. Monsieur Bébin, vous êtes le directeur de l'usine Capifrance. Pouvez-vous nous dire, déjà nous présenter rapidement quelle est l'activité de Capifrance et surtout nous raconter, nous expliquer en quoi vous êtes concerné par cet enjeu et comment vous le gérez? Ok, bonjour à tous. Donc Pascal Bébin, donc je suis directeur de l'usine de Capi qui est en Ariège. Donc Capi, c'est un groupe plasturgiste français dont le siège est à Niort, qui possède 4 sites, un site en Roumanie, un site au Maroc et 2 sites en France, un près de Périgueux et un en Ariège près de Saint-Giron. L'usine de Saint-Giron en fait a comme client les équipementiers automobiles principalement, et on fait des pièces assez techniques sur des matières qui sont soumises à la sécurité et à la réglementation, et on fait environ 100 millions de pièces par an. Par rapport au recyclage et par rapport aux enjeux, nous, le premier objectif à l'origine, c'était un enjeu économique, puisqu'on est confronté à une concurrence chinoise, mais aussi des pays de l'Est, et qui fait qu'on a besoin de leviers de productivité importants, et donc le premier objectif était déjà économique. Ce qui est venu derrière, en fait, c'est tout ce qui est lié à la transition écologique et à la volonté d'avancer dans ce domaine-là. Et ce qui en a fait, en fait, au final, pour nous, un enjeu stratégique, puisque si on veut être présent dans quelques années, il ne faudra pas être en retard et il faudra être vraiment à jour sur ces domaines-là. Aujourd'hui, en fait, nous, on utilise à peu près 50% de recyclation de matières premières et d'ici 2-3 ans, on sera à 80 ou 85%. Au niveau de la mise en œuvre, en fait, il y a 3 acteurs, 2 externes et 1 interne. Donc, les acteurs externes, il y a nos fournisseurs, il y a nos clients et il y a nous-mêmes. Au niveau des fournisseurs, la difficulté, c'est d'avoir pour nous les données techniques assez précises et des notions de capacité, des notions statistiques assez précises. Au niveau des clients, la complexité est qu'on a affaire à des acheteurs, nous, la motivation est de baisser les prix de vente. Et donc, ils vont être intéressés au premier chef par cette démarche-là, mais on va se heurter derrière aux problématiques de type technique sur l'acceptation des pièces qu'on aura développées. Le dernier acteur est un acteur évidemment interne. En interne, la difficulté est de convaincre en fait des gens qui sont habitués à travailler avec des matières vierges qu'il y a une possibilité de travailler avec du recyclé, et donc il y a quelques freins à ce changement-là. Mais au-delà de ça, donc moi je dirais que les préconisations pour la mise en œuvre, elles sont de plusieurs ordres. Il faut que ce soit vraiment un projet d'entreprise, et quelle que soit la taille de l'entreprise. Par retour d'expérience, je dirais que sans ressources dédiées et allouées, c'est difficile de faire avancer à la bonne vitesse. Et enfin, je pense que le processus de qualification client, il ne faut pas oublier que même si le gain est évident, est un calcul mécanique par rapport à la consommation de matière, il ne faut pas oublier qu'il y a des coûts de développement et des coûts d'industrialisation qui ne sont pas négligeables. Donc au final, je dirais que c'est une démarche qui doit être volontariste, mais qui nécessite aussi d'avoir une volonté farouche de la part de tous les acteurs, et je pense que la structuration de la filière est importante à ce niveau-là. Voilà en gros ce que je peux témoigner par rapport à notre démarche de recyclage, par rapport à tout ce qu'on a pu faire, et on a vraiment avancé depuis 2016.
Voilà ce que je voulais témoigner pour vous. Merci beaucoup pour ce témoignage concret. Je vous propose de compléter, je pense que ça va être assez complémentaire, d'interroger maintenant Olivier Dalle. Vous êtes président de Massif Central Environnement. Vous êtes sur un autre maillon hein, de la chaîne. Est-ce qu'on pourrait qualifier un recycleur? Est-ce que est-ce un nouveau métier d'un filière plasturgiste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre rôle? Oui, bonjour à tous. Donc, je fais partie de la société Environnement Massif Central, basée en Lozère. Nous sommes une société qui travaillons de façon régionale, nationale et internationale, parce qu'aujourd'hui, nous avons des flux venant de pays étrangers. Donc, notre métier, c'est la valorisation de tout type de déchets, et nous avons fait une spécialité sur tout ce qui est déchets plastiques. Donc, nous prenons les déchets plastiques en mélange, post-consommation, tout ce qui vient des collectes sélectives. Nous trions ça par résine et par couleur. Après, ces résines, et en particulier les polyolépines, polyéthylène et polypropylène, sont broyées, lavées, et ensuite nous faisons des compounds, c'est-à-dire que nous mélangeons les déchets plastiques issus de nos lignes de lavage et de tri avec de la poudre de perlimpinpin afin de faire des compounds qui correspondent aux besoins des industriels. Voilà principalement notre métier, sachant en plus que tous les déchets issus aussi bien du tri que du lavage sont transformés en CSR, c'est un combustible alternatif pour alimenter les cimentiers. Donc nous avons un bilan carbone totalement positif et nous respectons la loi globalement qui dit que d'abord faire de la valorisation matière, ensuite faire de la valorisation énergétique, et enfin, les déchets qui ne peuvent ni être valorisés matière ni énergétique peuvent aller en décharge. Nous mettons moins de 5% de nos déchets entrants en centre d'enfouissement technique. Allô? Oui. Oui. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes dans cette démarche et est-ce que vous rencontrez, quelles difficultés vous rencontrez dans la mise en place de cette filière? Alors, nous travaillons depuis maintenant 5 ans sur la problématique du recyclage, parce que dans le recyclage, nous avons rencontré différents métiers. Quand on a commencé par laver, alors laver du plastique, ça peut paraître simple, mais c'est assez complexe, en particulier le traitement des eaux, qui est vraiment un sujet majeur, parce qu'on ne peut pas laver avec de l'eau sale et on est très consommateur d'eau. Nos lignes, c'est entre 40 et 50 mètres cubes heure d'eau utilisée, donc il a fallu qu'on trouve des solutions. Ensuite, une fois qu'on a trouvé cette problématique-là, nous sommes attaqués à la granulation et au compoundage. Et donc là, ça a été d'autres problématiques, parce que pour faire des compounds qui correspondent aux besoins de nos clients, qui sont les industriels de la plasturgie, c'est pas facile. Et on a beaucoup à faire encore parce que c'est deux mondes qui ne se connaissent pas et on ne se parle pas assez, parce que leurs besoins et nos problématiques à nous doivent correspondre. Nous devons faire un mix et trouver un juste milieu. En plus de ça, alors nous, en tant que société familiale, c'est un peu délicat parce que ça demande vraiment des investissements très, 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 très lourds, quoi. Une unité d'extrusion, tout compris, il y en a pour plus d'1 million d'euros. Et aujourd'hui, on est obligé encore d'investir dans différents matériels pour justement monter en qualité. Le juste mot, c'est la qualité. Nous sommes obligés de fournir des produits très qualitatifs aux industriels de la plasturgie, parce que déjà qu'ils sont un peu réticents à utiliser une telle matière parce que ça leur oblige à faire des réglages différents et à modifier leurs recettes, à modifier leur façon de faire. Si en plus on leur envoie des produits qui ne sont pas qualitatifs, ça ne peut pas marcher, quoi. Les autres problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est le manque de personnel criant. En plus, en sachant que nous, on est prêt à les former. En plus, Polivia a un centre de formation, donc il va falloir qu'on travaille sur la recherche de personnes et qu'on puisse former ces gens-là. On a un manque aussi de matière. Alors, le manque de matière, c'est dû au fait que beaucoup de matières plastiques issues de France s'évadent. Alors, heureusement que les Chinois ont fermé
leurs frontières, mais il y a encore des pays comme la Malaisie, la Thaïlande et autres qui ont encore les frontières ouvertes. Ça, c'est inadmissible que cette typologie de déchets aille sur des filières extérieures. Et après, il faudrait qu'on soit un petit peu plus protectionniste vis-à-vis de l'Europe, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en compétition avec des Espagnols, des Italiens, même pire, on était en compétition avec les Turcs, hein, voilà, et qui n'ont pas du tout les mêmes coûts de masse salariale, les mêmes exigences environnementales. Nous, on est quand même vraiment très surveillés, ce qui est normal, par les services de l'État à travers la DREAL, qui nous demande des conditions sanitaires, des murs coupe-feu et autres, quoi, de la réglementation très dure. Et on est en compétition avec des pays européens qui n'ont pas du tout la même réglementation. Et donc, voilà. Donc, les investissements aussi, je vous ai dit, c'est vraiment très, très lourd en investissement. Voilà principalement les problématiques actuelles. Mmh. Merci. Je pense qu'on va revenir vers vous et vers M. Bébin en fin de séance à travers quelques questions peut-être. Antoine Broyac, donc tu es chez Polivia en train de mener une action régionale sous l'impulsion de la région et de l'ADEME. Tu es sur le terrain. Un des objectifs est justement de tenter d'accompagner ces entreprises face à ces contraintes qui viennent d'être citées notamment. J'imagine que ce qui vient d'être entendu fait partie des enjeux que tu as repérés. Quels sont pour toi, donc cette action est menée depuis le début d'année. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les grands enseignements que tu tires de cette démarche? Faut que tu actives ton micro. Bonjour à tous. Oui, donc je travaille au sein de Polivia, dédié à 100% justement sur l'utilisation de matières recyclées en région Occitanie. À 6 mois, au cours de ma mission, je peux reprendre effectivement les points qui ont été abordés juste avant, parce qu'on se rend bien compte que la vision de la MPR aujourd'hui en entreprise, elle est très mauvaise. La matière recyclée a mauvaise presse, encore en 2021, que ce soit au niveau des clients et aussi bien qu'au niveau des transformateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, la matière recyclée, elle n'est vue que attractive parce que son prix est plus faible que le vierge. Ce qui est une réalité, sauf sur le RPET. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la qualité de la matière recyclée est en train d'augmenter. Voilà, M. Dahl a dit que les investissements qui sont consentis par les recycleurs sont de plus en plus importants. Donc, on va vers une montée en gamme. Donc, qui dit investissement dit un coût un peu plus élevé. Donc, l'attrait économique reste pertinent, mais n'est clairement loin d'être le seul atout de cette matière recyclée. On a 5 enjeux qui sont présentés sur cette diapositive. Donc, le coût, c'est un vecteur d'innovation. On parle d'innovation, pérenniser l'entreprise, augmenter la croissance de l'entreprise. Utiliser la matière recyclée, c'est un processus qui est complexe. Comme l'a dit M. Bébin, ce qui est important quand on veut utiliser la matière recyclée, c'est de mobiliser toutes les ressources de l'entreprise. C'est une obligation réglementaire, donc notamment à partir de 2025, d'utiliser la matière recyclée. Mais on oublie aussi de mentionner le fait que c'est un pouvoir d'attraction au sein de son entreprise, un pouvoir de motiver ses salariés, et c'est aussi un avantage marketing fort parce que à l'heure actuelle, en fait, peu d'entreprises utilisent la matière recyclée. Donc, si aujourd'hui vous dites que vous incorporez même 20-30% de matière recyclée dans vos produits, c'est un avantage concurrentiel énorme parce que vos concurrents, a priori, ils ne le font pas. Ça, c'est en mettre en perspective, évidemment, par rapport à la mobilisation de l'entreprise. Donc, je reprends les propos de M. Bébin pour dire que l'innovation, ça va concerner la R&D. La réglementation, il y a le département RSE qui sera concerné. L'attractivité, c'est sur le personnel et les ressources humaines. L'avantage marketing, il va falloir mobiliser le département de communication. Et le gain économique, c'est la direction et toute la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est pas juste, alors c'est quand même quelque chose que j'ai entendu en entreprise, de dire il suffit de trouver un fournisseur de MPR et tout ira bien. C'est pas juste les achats qui doivent gérer les MPR, parce que derrière, il va falloir gérer les problèmes techniques, il va falloir communiquer dessus, il va falloir se mettre en conformité avec la réglementation, qui sont assez drastiques, notamment pour le médical et pour l'alimentaire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la MPR, c'est une vision globale. Donc, effectivement, affecter une ressource à temps plein dessus, c'est une option qui est fortement recommandée. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la matière recyclée, finalement, il n'y a pas grand monde
qui sait dire qu'est-ce que c'est. Quand on en parle aux clients, finalement, eux, ils disent bon, recycler, c'est pas mal. Il nous faut du bio, il nous faut du vert, il nous faut un produit écologique. Mais la formulation, elle va pas beaucoup plus loin. Donc, il y a un travail de pédagogie à faire vis-à-vis des clients sur l'information de la qualité, la disponibilité de cette matière-là. Il faut bien recadrer le débat, faire bien la distinction entre la matière recyclée, la matière biosourcée, la matière biodégradable. Sauf qu'en fait, on se rend compte aussi que les transformateurs, finalement, ne sont pas forcément au courant des caractéristiques attendues potentiellement avec l'utilisation de ces matières recyclées. C'est-à-dire que le lien avec les recycleurs, donc comme l'a dit M. Dalle, n'est pas fait à l'heure actuelle. Trouver des fournisseurs, connaître les résistances mécaniques, chimiques, résistance au feu, résistance aux UV, résistance... toutes ces caractéristiques-là, on ne sait pas finalement à quoi s'attendre avec de la matière recyclée. Est-ce qu'on peut avoir des couleurs? Est-ce qu'on peut avoir de couleurs? Est-ce qu'on peut proposer du polycarbonate, du PMMA? Donc, toutes ces questions-là, finalement, ce sont que des interrogations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, finalement, comme les dialogues ne sont pas assez fluides entre les recycleurs et les transformateurs, ce qui fait que quand le transformateur voit son client, il n'est pas en mesure d'avoir des éléments concrets pour orienter le produit. Tout ça pour dire très concrètement que, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, les trois puissent parler en même temps le même langage. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la matière recyclée qui est utilisée par les transformateurs, elle vient des recycleurs, mais elle vient vraiment de chez eux. Ce qui est produit au niveau d'un transformateur va passer sur le recycleur et va revenir chez le transformateur. Alors, ce ne sera pas forcément le même qui va récupérer ces produits, on est bien d'accord, mais c'est qu'il y aura une boucle qui va quand même se créer en un sens. Et si vous ne produisez que des produits qui sont très compliqués à recycler, derrière, ça va être difficile de demander des matériaux très purs, sur des gaz très spécifiques, avec des couleurs très particulières. Je dis que ces trois acteurs, en fait, se tiennent l'un et l'autre. Donc, le point sur lequel je veux insister sur la MPR, c'est de travailler sur l'éco-conception en amont du produit. Parce que travailler sur l'aval, c'est bien, mais travailler sur l'amont, c'est mieux. Pour être peut-être plus concret et rentrer sur les différentes problématiques qui remontent, qui sont encore une réalité à l'heure aujourd'hui, on a un point fortement limitant à l'heure actuelle, c'est la variabilité des lots matières qui sont envoyés par nos recycleurs et récupérés par nos transformateurs. Pour ce faire, on a plusieurs solutions techniques qui existent. Donc, on peut jouer sur le profil de vis pour un peu plus malaxer la matière, pour un peu l'homogénéiser, adapter aussi la presse et le moule en question. On peut jouer beaucoup sur des capteurs pression, Kistler et RGG, qui sont des fournisseurs de ce type de solutions, en fait, qui permettent de voir en temps réel comment évolue notamment la fluidité et le remplissage du moule, et vous permettent du coup d'optimiser derrière, de changer vos paramètres pour pouvoir utiliser la matière recyclée. Un point qu'on évoque assez régulièrement en entretien avec les entreprises, c'est de se dire que la matière recyclée est différente de la matière vierge. Alors, ça veut dire qu'elle est un peu plus fluide, il faut travailler à un peu plus basse température. Ce n'est pas impossible, mais ça veut dire que quand vous changez de matière, il y a toute une phase de revalidation qu'il faut faire en interne. Cette revalidation, elle peut être facilitée notamment par l'utilisation de ces capteurs. On a d'autres périphériques sur les technologies notamment de refroidissement de moule qui peuvent permettre de pallier à cette variabilité de la matière. Ça veut dire que la matière recyclée, elle est un peu plus lente à refroidir notamment. Donc, si vous utilisez des technologies à fort pouvoir calorifique, vous pouvez retirer beaucoup plus de calories à un temps donné, finalement refroidir plus rapidement votre matière recyclée et retrouver les propriétés que vous avez sur la matière vierge. Donc, tout ça sont des technologies que les industriels ne connaissent pas forcément et qui sont à leur disposition. L'autre outil technologique qui est à disposition aussi, c'est l'utilisation de matière recyclée en sandwich, co-injection, co-extrusion, qui permet de garder notamment l'alimentarité, qui permet de garder un esthétique en couche externe convenable par rapport au cahier des charges du client. Tout ça, ce sont des investissements. On se rend bien compte que c'est un coût. C'est un coût, l'achat de machine a un coût.
Le temps que vous allez passer à trouver ces fournisseurs, c'est un coût. Le temps que vous allez vous former et former vos équipes dessus, c'est un coût. Donc, c'est pour bien prendre conscience que rentrer dans cette logique-là, c'est un fort bénéfice, mais il faut y aller. La stratégie qui est la plus pertinente à l'heure actuelle pour l'utilisation de matières recyclées, c'est de commencer le travail d'éco-conception en amont. Alors, quand je dis co-conception, c'est vous en interne, vous avec les clients, vous avec les éco-organismes. Donc, si c'est Citeo pour l'emballage, ça peut être les autres organismes en fonction des produits que vous utilisez. Derrière, c'est d'interagir avec les fournisseurs de matières recyclées. Donc, nos recycleurs, Monsieur Dahl, et sur toutes les technologies, notamment celles que je viens de vous présenter. Nous, on a un pôle de formation à Lyon qui les propose en modèle réduit et adapté à vos outils sur site. Donc, on peut vous les présenter, on peut vous faire dialoguer avec les bons interlocuteurs. Une fois que vous avez repéré des fournisseurs de matières recyclées, les technologies qui vous apparaissent nécessaires pour les utiliser, vous pouvez lancer les processus de validation en interne. Mais derrière, il va falloir valider en externe aussi. Externe, si on a un besoin d'alimentarité ou une certification technique avec le BVT, avec le LNE par exemple. Et aussi, surtout avec le client. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler dès l'éco-conception avec le client sur ces matières-là. Et derrière, on peut procéder, si c'est nécessaire, pas forcément nécessaire, aux investissements et passer en production. Donc, pour conclure un peu sur ce diaporama, on a pas mal de demandes qui remontent finalement de la part des transformateurs. La première, c'est les transformateurs veulent assurer une traçabilité des produits qu'ils utilisent dans la MPR. C'est-à-dire, bon, sur le polyéthylène que vous nous cédez en matière recyclée, d'où vient-il? A-t-il été en contact avec des hydrocarbures? A-t-il été dégradé par des contacts UV très importants? Il y a aussi une demande d'isoler par grade. Donc, si c'est du PE, très bien, mais PE100, PE80, PE300, il y a une demande par couleur aussi. Une autre demande, donc là, je reprends les propos de M. Bébin, mais sur une analyse plus fine des propriétés de la matière recyclée et aussi sur les fiches techniques d'utilisation matière, température de moule par exemple. Et enfin, peut-être le besoin le plus important à l'heure actuelle qui n'existe pas de façon assez prépondérante, c'est le besoin de transparence entre nos recycleurs et nos transformateurs. On est encore sur une image il y a 5 à 10 ans de recycleurs où on ne sait pas trop ce qui se passe et donc, dans le doute, on préfère ne pas y aller. Donc, j'insiste vraiment sur cette coopération qui est à mettre en place et sur l'éco-conception. Parce que plus vous allez demander de caractéristiques à un recycleur, le recycleur va récupérer les produits que le neurotransformateur met sur le marché. Donc, comme c'est une boucle, plus on aura une bonne éco-conception en amont, plus on aura des flux différenciés pour nos recycleurs qui pourront permettre de les différencier par grade et par coloris et ainsi boucler la boucle, j'ai envie de dire, pour que la demande rencontre enfin l'offre. Voilà ce que je voulais dire sur ce petit panorama. Parfait, merci beaucoup Antoine. J'en profite puisque vous le voyez, hein, il y a quelques défis techniques sur lesquels Polivia notamment peut vous accompagner. Antoine a bien mis également en évidence l'importance de gérer ce projet de manière stratégique au sein de l'entreprise. Il faut en profiter pour travailler le côté marketing, commercial, etc. Enfin, ça doit être une démarche globale et pas seulement d'un service R&D. Sachez que chez Ad-Hoc, on est là également pour vous accompagner dans ces démarches. Je crois qu'il y avait une ou deux questions. Donc, j'ai vu passer une question sur suite à la remarque d'Olivier Dahl sur le besoin de profil, de formation. Donc la question, c'est quels sont les profils qui sont particulièrement recherchés. Olivier Dahl, est-ce que vous voulez répondre à cette question, si vous êtes encore connecté? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. C'était en réponse à votre remarque sur le besoin de personnes qualifiées et de développer des formations. Est-ce que vous pourriez préciser de quel type de besoin on parle de formation? Il y a besoin de formation dans la connaissance des plastiques, comme le disait Antoine, dans les connaissances techniques des plastiques, dans comment mener une extrudeuse et comment faire varier les différents paramètres avec les différents réglages.
les dosages aussi, avoir une notion dans la chimie pour savoir, bah, tiens, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de tel produit, ça va me faire augmenter le choc, je vais mettre un peu moins de ça va me faire baisser le MFI ou autre, quoi. Voilà, c'est vraiment un niveau bac plus 2, bac plus 3, quoi, qu'il faut à peu près. Hein. D'accord. Nous avons également une question sur la problématique couleur. Avec quels acteurs travaillez-vous pour les solutions de demain? La question a été posée. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous directement. Enfin, allez-y, ouais. Bon, donc, nous, personnellement, on trie par couleur, quoi. La couleur, c'est vraiment l'avenir. Il faut trier par couleur. Mais toujours pareil, ça implique des machines supplémentaires, des technologies supplémentaires. Donc, c'est important. Et ce que disait Antoine aussi, très, très important, c'est l'historique de la provenance du plastique, savoir s'il y a eu des contacts avec des produits ou autres. Donc, pour ça, il y a la certification ECERPLAST qui est en place et qu'il faut que tout le monde adopte, quoi. Monsieur Bébin, peut-être, vous avez bénéficié de l'accompagnement hors plast, par exemple, de l'ADEME. Est-ce que pouvez-vous nous dire deux mots sur comment vous avez géré ces projets je vais compléter un peu la réponse qui a été faite au niveau du recrutement. Ouais. En fait, ce que je pense qui est intéressant, c'est d'introduire des acteurs qui sont assez jeunes, parce qu'ils n'ont pas d'a priori sur nos fonctionnements et ils n'ont pas d'a priori sur la relation qu'on peut avoir entre transformateurs, recycleurs et clients. Donc, pour ma part, en fait, j'ai utilisé d'une part des alternants, mais des niveaux Bac plus 3, Bac plus 4, plutôt orientés polymères. Et c'était plutôt efficace, mais l'avantage d'avoir une ressource dédiée, c'est que ça fait avancer, ça booste aussi en interne. Donc, c'est tout l'intérêt, parce que par expérience, par retour d'expérience, en fait, au départ, on a fonctionné avec les ressources internes, mais on s'aperçoit que la vitesse d'avancement est largement insuffisante pour pouvoir fonctionner. Donc, globalement, je pense que comme vous parliez de Orplast, effectivement, on s'est fait accompagner, on a passé une convention avec Orplast, donc en 2015. Ça nous a permis de mettre un plan de bataille, en particulier sur les investissements, parce que comme disait M. Dahl, les investissements sont pour les transformateurs aussi lourds. Enfin, il y a un truc sur lequel faut pas se tromper non plus, hein, c'est que quand on commence à travailler sur des matières recyclées, on prend pas un produit existant dans lequel on va mettre du recyclé, faut le considérer comme un nouveau produit. Parce que si on essaie de prendre un produit existant et qu'on va mettre 20, 30%, 40% de recyclé, on se trompe de cible. C'est un nouveau produit. Et si on ne le traite pas comme un nouveau produit, on a de fortes chances d'aller dans le mur. Et évidemment, le fait d'avoir des produits existants non recyclés permet, par analogie, de dire voilà la performance qu'on doit avoir sur le produit, mais c'est en termes de développement, c'est au même titre qu'un nouveau produit quelconque, on doit avoir un process de développement complet et pas partiel. C'est pas je mets un bout de recyclage dans la matière qui était vierge avant, parce que sinon là on est sûr d'aller au casse-pied. On est bien d'accord. Merci. On va arriver dans 2 minutes à la fin de la table ronde. On ne va pas pouvoir dépasser parce qu'il y a deux autres tables rondes qui s'enchaînent directement. Donc, je vais vous proposer de conclure maintenant. J'espère que ces témoignages vous ont inspiré, vous ont apporté quelques éclairages et n'hésitez pas à revenir vers nous par différentes voies. Il y a des rendez-vous d'affaires cet après-midi, mais revenir vers nous en direct. Un des objectifs de la journée, c'est de créer du partenariat, de la dynamique sur ce thème. En complément, on a organisé en novembre dernier une journée consacrée aux emballages plastiques que vous pouvez revoir en replay en vous connectant sur le site de l'agence ADOC, hein, où vous verrez des compléments, notamment sur les aspects réglementaires et des présentations de certaines innovations. Voilà, j'espère également que vous avez pu voir à travers ces témoignages que l'ensemble de la profession se mobilise et avec un certain dynamisme. Et voilà, il y a des contraintes, mais au moins, voilà, vous voyez que les acteurs se mobilisent et c'est un point important.
on en a peu parlé, mais en connexion un petit peu avec cette thématique, il y a également les plastiques biosourcés, les biodégradables. On a des acteurs de la recherche en région, des laboratoires sont impliqués dans ces technologies. Donc c'est également un facteur clé pour la région important. Voilà, donc je vous propose maintenant de nous déplacer vers la suite des tables rondes et vous déconnecter, vous reconnecter sur la table ronde suivante où vous étiez inscrit. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Encore merci à nos intervenants et à nos participants pour l'intérêt que vous avez porté à notre table ronde. Merci Eric, bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tous.